Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter la liaison ionique à l'aide d'un diagramme de Lewis. Donc on va utiliser les électrons de valence pour montrer justement le transfert d'électrons qui se produit lorsqu'on forme un composé ionique. Donc, première des choses, ces problèmes-là vont toujours commencer avec deux éléments. Donc, deux éléments qu'on veut mettre ensemble pour former un composé ionique. Donc, première des choses, regarde ton tableau périodique, regarde le symbole de l'élément et trouve combien d'électrons de valence il y a à l'aide du numéro en haut de la période. Donc, le sodium appartient à la période 1, je veux dire, de la famille. Le sodium appartient à la famille 1, donc 1 électron de valence. Le fluor, lui, appartient au groupe 17. 17 moins 10 égale 7. Donc, on va mettre 7 électrons de valence ici. Ensuite, c'est un transfert d'électrons. Donc, on veut que les atomes respectent la règle de l'octet, donc finissent avec une couche de valence remplie. Le fluor, c'est facile à voir. Pour compléter sa deuxième couche électronique, il a besoin d'un électron. Donc, il va venir voler l'électron. Mais le sodium, est-ce qu'il va respecter l'octet s'il perd son électron? La réponse est oui. Mais pour le savoir, il faut dessiner le modèle de Bohr-Rutherford au complet. Le sodium a 3 couches électroniques, dont l'électron, seul et célibataire, est sur la 3e couche électronique. Si on y arrache cet électron-là, bien, le sodium devient stable. Parce que là, maintenant, sur la 3e couche électronique, on n'a plus d'électrons. C'est comme si la couche, on n'avait plus besoin de la mettre. Donc, notre couche de valence, la dernière couche où on retrouve des électrons, c'est rendu maintenant la 2e couche et elle est remplie. Elle est stable. La seule différence auparavant, c'est qu'avant, on avait 11 protons, 11 électrons. C'était neutre. Là, on a 11 protons dans le noyau, mais on a 10 électrons. Donc, ça veut dire que notre atome, maintenant, est chargé positivement. Donc, on va transférer ça ici. On sait que pour que tout le monde soit heureux, l'électron du sodium va être transféré sur le fluor. Donc, on va finir avec un sodium qui a perdu un électron, qui va avoir une charge positive. Donc, on utilise des grosses parenthèses carrées pour entourer notre atome et on met la charge positive. Et le fluor, lui, est rendu maintenant avec 8 électrons, dont un provient du sodium. Un électron supplémentaire, ça veut dire qu'il s'est rendu maintenant à un anion qui a une charge négative. Si on fait la même chose avec le deuxième exemple ici, on a le calcium. Le calcium appartient à la famille 2, donc 2 électrons de valence. Ensuite, pour l'oxygène appartient au groupe 16. Donc, à ce moment-là, il y a 6 électrons de valence. Pour respecter l'octet, lui aimerait bien gagner 2 électrons et lui aimerait bien perdre 2 électrons. S'il perd les 2 électrons de sa 4e couche, il va tomber à la 3e couche qui va être remplie et il va être stable. Donc, on va faire un double transfert entre ces 2 atomes-là ici. Mon calcium a perdu 2 électrons, donc maintenant il est rendu avec une charge de 2+. N'oubliez pas que pour les charges, on écrit le chiffre avant le signe. Ensuite, l'oxygène a maintenant gagné 2 électrons, fait qu'il est rendu avec 8 électrons sur sa couche de valence, il est rendu stable. Parce qu'il a gagné 2 nouveaux électrons, à ce moment-là, il y a une charge de 2 négatifs. Et quelque chose que vous devez toujours vérifier, c'est est-ce que les charges s'annulent. Dans la nature, les choses sont plus stables quand elles sont neutres, donc elles cherchent à être neutres. C'est vrai aussi dans les composés ioniques. Tu devrais tout le temps avoir autant de charges positives que de négatives pour former un composé ionique qui est stable. Maintenant, si on prend le 3e exemple, on a le scandium qui est dans le groupe 3, donc on va avoir 3 électrons de valence, avec le chlore qui appartient au groupe 7, donc 7 électrons de valence. Maintenant, quand on fait notre analyse préliminaire, le scandium veut perdre 3 électrons pour tomber sur sa 3e couche qui serait remplie, alors que lui aimerait gagner 1 électron. Dans ces cas-là, dans ces problèmes-là, vous avez le droit d'ajouter des atomes pour que tout le monde soit heureux.
disons, il respecte l'octet. Si le scandium passe seulement un électron, le chlore va respecter l'octet, mais pas le scandium. Donc ici, la solution, c'est tout simplement d'ajouter d'autres atomes de chlore. Donc, j'ai ajouté d'autres atomes de chlore. Et le scandium va pouvoir donner tous ces électrons et ainsi respecter la règle de l'octet. Dans le prochain ici, dans la prochaine étape, on va avoir un atome de scandium qui a perdu 3 électrons, donc qui est rendu 3 positifs. Et on va avoir 3 atomes de chlore qui ont maintenant 8 électrons. Et parce qu'ils ont gagné un électron, donc un chlore a gagné un électron, il est rendu avec une charge négative. Ici, pour représenter la structure, je sais qu'on pourrait mettre un 3 en dessous de la parenthèse, mais généralement, on veut représenter de quoi auraient l'air les atomes, leur disposition dans une maille cristalline, dans un cristal ionique. Donc, à ce moment-là, on va redessiner le chlore 3 fois. Cependant, je ne vais pas dessiner le chlore ici à côté, parce qu'on va essayer de respecter la règle que les charges identiques se repoussent, la même règle électrostatique qu'on a vue en 9e année. Donc, je vais les placer en alternance, les plus et les moins. Et c'est un peu comme ça que les anions et les cations se placent les uns par rapport aux autres dans un cristal ionique. Les charges identiques se repoussent. Donc, ici, je vais juste ajouter mes électrons qui ont été ajoutés, qui proviennent du scandium. Fermer mes parenthèses, mettre mes charges. Donc, ils sont placés en alternance. Si je vérifie mes charges, j'ai un 3 plus puis 3 négatifs, donc ça s'annule, donc j'ai un composé ionique qui au total est neutre. Donc, vous allez faire la même chose avec le dernier exemple, l'aluminium et le soufre.